Bonjour et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, ça nous concerne évidemment. La sécurité dans les transports. En novembre dernier, un Français sur 3 affirmait avoir changé ses habitudes en matière de transport en commun. Que dire après les attentats de Bruxelles? On voit d'ailleurs dans Paris depuis hier beaucoup plus de circulation. C'est très empirique, mais se dire que beaucoup de gens ont peut-être renoncé à prendre le métro. Comment améliorer la sécurité dans les transports? Comment allier la nécessité de faciliter l'accès au transport tout en préservant la sécurité? On en parle ce matin avec François Bonhomme. Bonjour. Vous êtes sénateur du Tarn-et-Garonne, les Républicains. Vous êtes co-rapporteur de la proposition de loi Savary relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs des voyageurs. Et hasard du calendrier, cette loi a été inscrite au journal officiel hier. Fabien Tosolini, bonjour, secrétaire général adjoint de la CFDT Transport Environnement. Philippe Lavenu, secrétaire national du syndicat de police Alliance en Ile-de-France, vous réclamez la gratuité des transports en commun pour les policiers. Et Sébastien Caron, directeur de la société ASCT International, spécialisée dans la sûreté du transport aérien et la formation des agents de sûreté. Et puis on attend Olivier Rasmons, journaliste spécialisé dans les transports. François Bonhomme, c'est vers vous que je vais me tourner en premier sur cette loi qui donc est entrée en application hier. Que dit-elle? Quels sont les articles qui concernent précisément la sécurité dans les transports? Alors, elle comporte plusieurs points. D'abord, renforcer les moyens de contrôle des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, qui sont des services propres. Jusqu'à présent, les agents de la SUGE, du GPSR, donc, ne pouvaient pas procéder à des inspections visuelles, des fouilles de bagages ou des palpations. C'est désormais possible lorsque les décrets seront prévus, parce qu'effectivement, la loi a été promulguée, mais il reste les décrets d'application à établir. Et ça permettra quand même d'établir des contrôles beaucoup plus importants et effectifs sur les voyageurs. Alors on va voir justement avec Samira El Gadir, Pascal Boulanger et Pauline Lefrançois ce que prévoit cette loi. Regardez. Bientôt, les policiers de la gare Montparnasse ne seront plus seuls à surveiller le va-et-vient des voyageurs. Les employés de la SNCF et de la RATP pourront les épauler. L'objectif est de sécuriser les trajets du quotidien. J'aime autant ça qu'un militaire qui se balade et surtout qui ne veut pas voir grand-chose. Donc autant mettre des vraies opérations de contrôle. Même des caméras qui font la reconnaissance faciale ne poseraient pas de problème. Dans leurs nouvelles attributions, les agents pourront par exemple procéder à des fouilles au corps, des bagages ou effectuer des contrôles d'identité en civil. Le passager doit être d'accord. S'il s'oppose, il pourrait se voir refuser l'accès au train. Ce renforcement de la sécurité s'appliquera également aux effectifs de la SNCF et de la RATP. Selon la loi, les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois peuvent être précédées d'enquêtes administratives. En clair, les agents doivent être irréprochables et ne pas faire l'objet d'une fiche S, une évidence pour les voyageurs. C'est la moindre des choses. Et qu'il n'y ait pas trop de délits de faciès quand même, hein, parce que c'est ça la dérive. Hein. De leur côté, les agents, eux, n'auront pas accès aux fichiers de la police, mais devront transmettre leurs informations. À Marseille, cette pratique existe déjà depuis quelques années. Tous les modes sont couverts, bus, métro, tramway, toutes les rames. Mais sur ces 4600 caméras, il y en a 1000 qui sont reliées au système central, que l'on peut exploiter en temps réel. Des images d'ailleurs que l'on peut transférer en temps réel également à la police. Un dispositif de sécurité renforcé qui a déjà fait ses preuves à Marseille. Les actes de délinquance sont moins nombreux dans les transports. Voilà, donc au départ, cette loi, en fait, elle était censée lutter contre les incivilités et la fraude. Évidemment, les attentats du 13 novembre ont changé la donne et la loi cette proposition a été modifiée. Est-ce qu'une loi peut lutter contre le risque terroriste ? Une loi ne peut pas tout faire, mais elle peut néanmoins réduire le risque et l'aléa qui pèse sur les transports ferroviaires en particulier, quand même. Parce que je rappelle que les transports ferroviaires, eu égard au flux de trafic de voyageurs que cela suppose, c'est quand même le point le plus vulnérable du transport. Et donc l'idée générale, c'était quand même de réduire les aléas inhérents à ce type de situation. Oui, Fabien Tosolini. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a construit les gares à l'époque, et notamment les grandes gares parisiennes, par exemple, on n'a absolument pas réfléchi à mettre en place une sécurisation totale comme on peut le faire pour les aéroports, par exemple. Et donc,
l'idée de mettre en place et d'aider les agents de la SUGE et de la GPS, la SUGE, c'est le service interne à la SNCF, et le GPSR pour la RATP, ça permettra de rassurer déjà les usagers, et ça permettra aussi de rassurer les salariés qui travaillent tous les jours dans ces transports et qui, depuis les attentats du 13 novembre, ont eu un phénomène de pression supplémentaire qui ne font pas connaître autre mesure, mais qui ont vraiment eu un poids supplémentaire. Mais rassurer n'est pas efficace, c'est pas l'efficacité. Non, mais le mot rassurer, oui, ça rassure, mais est-ce que c'est efficace? C'est la question. Alors, de toute façon, le risque zéro n'existe pas dans les transports. Et donc, à partir du moment où on met des choses en place de façon supplémentaire pour être le plus dissuasif possible d'actes terroristes ou d'actes, pas forcément aller jusqu'au terrorisme, mais d'actes de malveillance dans les transports, sera le bienvenu. Maintenant, les propositions qui ont été faites dernièrement sont des propositions qui sont pour nous irréalisables, et aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à comprendre le but de ces propositions, parce que voilà, nos équipes nous l'ont dit. Qu'est-ce qui n'est pas réalisable, par exemple, concrètement? Vouloir contrôler à l'entrée des gares la carte d'identité d'un usager ou le titre de transport, c'est totalement irréalisable. On a vu une photo le jour des attentats à Bruxelles qui a été prise de hauteur, et on voyait un amas de personnes, un regroupement d'usagers autour de la gare de Bruxelles Centrale, et on voit bien à ce moment-là que ça devient un point de tension et un point de dangerosité majeur. Je veux dire, quelqu'un qui souhaite mettre à mal et atteindre à la vie des uns et des autres, il suffit de se mettre dans ce point de regroupement massif et fait autant de dégâts que d'aller dans le métro ou d'aller dans une gare. Oui, Sébastien Caron, pour vous, c'est aussi compliqué à mettre en place. Je rappelle que vous formez, vous recrutez des agents. Je pense que c'est difficile aujourd'hui au niveau mise en place et puis au niveau efficacité, tout simplement. Comme dit monsieur, on va se retrouver avec des flux qui vont être maltraités, avec une intégrité des gares qui ne sera pas forcément mieux garantie, surtout en contrôlant une pièce d'identité ou un ticket de transport. On n'est pas dans le contrôle de sûreté. La sûreté, elle est faite pour aider normalement un système à fonctionner mieux, elle n'est pas faite pour le perturber. Quand on prend des mesures de sûreté, on se retrouve dans ce qu'on appelle les objectifs discordants de la sûreté, où d'une part, on essaye de faire de la sûreté, si possible en se rapprochant le plus efficacement de la réponse à la menace, mais on essaye aussi, bien entendu, de jouer et de respecter la facilitation, c'est-à-dire de ne pas mettre en retard les transports, de garantir quand même un confort pour les passagers. Alors la sûreté, elle ne se joue pas que dans les gares et que dans les aéroports, elle se joue beaucoup en amont aussi par les services de renseignement. Aujourd'hui, si on regarde Bruxelles, on sait que le gros du travail, comme en France d'ailleurs, c'est les services de renseignement qui le font aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, vous nous avez rejoint, Olivier Erasmont, spécialiste des transports. Vous animez le blog L'interconnexion n'est plus assurée sur le site du Monde. La question que je me pose en vous écoutant, c'est qu'il y a eu attentat, évidemment, à Bruxelles, dans un aéroport, dans le métro. J'ai envie de dire, c'est un petit peu quand on dit l'imbécile regarde le doigt, on se focalise sur les transports, le terrorisme peut frapper n'importe où, mais c'est vrai qu'il y a une vraie angoisse sur le transport. Oui, en fait, ce qui se passe avec les transports, c'est que c'est un moment de la vie, comme on en fait tous les jours, comme je viens d'en faire d'ailleurs, avec une efficacité limitée. C'est un moment de la vie qui est souvent un peu méprisé, auquel on ne fait pas vraiment attention. On considère qu'après tout, on devrait pouvoir. Il y a beaucoup de promesses d'ailleurs qui vont en ce sens de la part des TGV, mais aussi de la part des constructeurs automobiles qui disent aux gens vous allez pouvoir vous déplacer un peu comme dans votre salon roulant ou à la vitesse d'un tapis volant, comme vous le souhaitez. En fait, non, les transports, par définition, quand on va d'un point à un autre, eh bien. Ça mobilise du temps, ça mobilise l'infrastructure, ça mobilise des gens, ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit à tous les sens du mot gratuit, ça peut être stressant, il peut y avoir des aléas, et donc il faut se poser la question, on est dans les transports, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention à ce qui se passe autour de soi, voilà, c'est jamais neutre de se déplacer, donc je crois que ça renvoie à ça, et effectivement tout attroupement, Fabien Tolosini a très bien dit, là c'était la photo de la gare du Nord de Bruxelles, vu l'avion, et puis la gare centrale, la gare du Midi, on a vu exactement la même photo, de gens qui s'attroupent
Oui, à l'entrée, on crée forcément un attroupement. On met un autre portique encore en amont, donc la question se pose. Par ailleurs, il y a une autre question qui intervient assez vite, c'est que et la SNCF a calculé ça de manière assez précise, en disant, bon, voilà, on met des files d'attente dans les gares, donc pour des portiques, en l'occurrence c'est le cas déjà Gare du Nord pour le Thalys, et bien sûr pour l'Eurostar, et du coup ça prend de l'espace. Et comme ça prend de l'espace, ça prend aussi éventuellement de l'espace sur les quais. Ça veut dire qu'on peut faire partir moins de trains. Et si on devait mettre pour chacun des TGV qui part, par exemple des gares parisiennes, un contrôle non seulement d'identité, mais aussi de billets et aussi de sécurité des bagages, on aurait, en fait, la SNCF a calculé que il faudrait arriver pratiquement 1 heure avant le départ du train. Ce qui fait que pour un trajet Paris-Lille ou Paris-Tours, par exemple, qui met 1 heure, pratiquement tout le bénéfice de la ligne grande vitesse se serait évaporé juste par les contrôles de sécurité. Donc je ne dis pas qu'il faut pas, évidemment qu'il faut se poser la question de sécurité, mais la solution de la tout-technologie, du tout-portique, on le voit bien en Israël d'ailleurs, où ils sont tout à fait rompus à ce genre d'exercice, et bien ça ne suffit malheureusement pas. Oui. Philippe Lavenu, vous préconisez autre chose, c'est-à-dire que les policiers puissent voyager gratuitement. Qu'est-ce que ça changerait ? En fait, c'est démultiplier la présence policière dans les gares, dans les métros et sur les lignes. Mais là, vous parlez de policiers hors service, qui ne sont pas en service. Tout à fait. Depuis les événements du Bataclan, les policiers ont la possibilité de garder leur arme de service en tout temps, en tout lieu. Du moins, ceux qui le veulent. Ça en fait donc des policiers, vrais policiers, c'est-à-dire capables d'intervenir s'ils étaient en service, voilà. H24, j'allais dire. Donc c'est une manne de policiers, ce sont 27 000 policiers sur la région parisienne, 40 000 sur l'Île-de-France. Donc c'est 40 000 policiers qui sont susceptibles dans leur déplacement personnel ou dans leur déplacement professionnel d'utiliser les transports en commun. Donc nous, ce qu'on demande, c'est la gratuité et l'accès gratuit pour tous nos collègues dans les transports, afin qu'ils puissent être à la disposition des services de la SNCF, des services de la RATP, au cas où il y aurait évidemment des incivilités, mais au cas aussi où il y aurait des événements plus graves. La gratuité fera que certains agents qui ne prenaient pas le métro le prendraient ? Ah, absolument. Il y a un frein aujourd'hui au prix du ticket de métro pour les policiers. Bien sûr, la plupart de nos collègues en région parisienne, ce sont des jeunes collègues, donc sont qui ont le salaire le plus bas, donc ils privilégient le covoiturage, ils privilégient les déplacements à pied, donc ils ne se déplacent pas forcément en transport en commun, sauf pour nos collègues parisiens qui, eux, ont le pass Navigo. Mais si on l'élargissait à l'ensemble de l'Île-de-France, ce sont des déplacements dans les interconnexions, en transversales, qu'il n'y a peut-être pas aujourd'hui. Et ce sont des policiers en puissance armée qui pourraient intervenir à chaque incident. Oui. On voit que c'est difficile tout de même à mettre en place la loi. Quand on la lit, effectivement, c'est formidable. Après, la réalité et l'adaptation des choses, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, mais il y a dans le système de sécurité du transport ferroviaire, aujourd'hui, il y a des trous énormes. Enfin, notre proposition est partie de ce constat qui est évident. On est parti aussi du constat qu'on ne peut pas transposer les règles de sécurité de l'aérien au ferroviaire pour la raison qui a été expliquée, c'est qu'il y a une historique, une configuration qui le rend de toute façon impossible. Néanmoins, une des voies quand même à creuser, c'est d'abord le fait que les contrôles pourront se faire en tenue civile, donc on est dispensé du port de l'uniforme. Ce qui est quand même important parce que, effectivement, quand on se déplace dans les transports aujourd'hui ferroviaires, on a l'impression qu'il n'y a pas de contrôle. Et c'est pas faux. Simplement, demain, il y a l'aspect prévention, mais il y a l'aspect aussi surveillance qui peut prendre la forme de contrôle en tenue civile. Ça, c'est quand même un élément important. Et l'autre aspect, c'est le contrôle aléatoire. On ne peut pas systématiser le contrôle pour les raisons qui ont été dites. Par contre, rendre le caractère aléatoire de certains contrôles est un élément quand même, entre guillemets, d'insécurisation des personnes qui voudraient commettre des attentats ou un caractère terroriste. Donc je pense que c'est les deux voies à creuser. Alors on va s'interrompre et on va se retrouver après l'essentiel de l'info pour continuer ce débat. À tout de suite.